Europe 1, 8h35, Thomas Soto. Le rappel des titres, 2 Français parmi les 17 touristes tués hier dans l'attaque du musée du Bardo à Tunis. 7 autres sont blessés, dont un grièvement. Le président tunisien promet de combattre sans pitié le terrorisme. Cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Hier, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale au cri de non au terrorisme, vive la liberté. Un nouveau rassemblement est prévu dans la matinée. Une fusillade à l'arme automatique dans un restaurant de Göteborg dans l'ouest de la Suède. Il y aurait au moins 2 morts et une dizaine de blessés. La police évoque un lien avec le crime organisé et écarte a priori toute piste terroriste. Et puis le foot, l'FC Barcelone et la Juventus de Turin, derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La météo de cette journée humide et très nuageuse près de la Manche, avec quelques pluies et du vent, éclaircies à dominante nuageuse sur la moitié nord et le sud-ouest, éclaircies plus généreuses du Poitou-Charentes aux régions de l'Est, température en baisse sur le nord, il fera dans la journée de 9 à 22 degrés. Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la Tunisie est partout et la consternation aussi. La Provence sur fond noir, Paris 7 et 9 janvier, Copenhague 14 et 15 février, Tunis 18 mars. L'humanité, les tueurs djihadistes contre la révolution de Jasmin, Libération, la Tunisie en otage. L'opinion, qui veut tuer la démocratie en Tunisie, avec ce dessin de CAC, le drapeau tunisien rouge avec le croissant et l'étoile dans un cercle blanc, mais une tête de mort projette son ombre sur le cercle et les observateurs s'interrogent. C'était pas prévu pour après-demain, l'éclipse? La Tunisie, donc, Natacha. Oui, il y a d'abord cette impression de déjà-vu, les mots qui reviennent au bout d'un mois, carnage, fanatisme. Et puis, il y a la spécificité de la Tunisie. Seul pays arabe à avoir transformé l'essai des printemps politiques de 2011, précise Philippe Gély dans le Figaro, adoptant une constitution moderne et installant au pouvoir une coalition laïque après l'échec des islamistes modérés d'Ennahda. Mais dans le flot des réactions, on trouve surtout l'éditorial et les premières pages de Libération, parce que le journal aujourd'hui réalise son opération annuelle, le Libé des écrivains. Le rédacteur en chef d'un jour, Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien. Dans ses mots tranchants, il résume la situation. C'est au cœur que les djihadistes ont frappé hier. Un attentat dans un lieu de culte, ces musées que Daesh détruit à coups de marteau, tuant des touristes, source de l'économie tunisienne, à côté d'un parlement, lieu de la démocratie fragile, où devaient être votées des lois antiterroristes efficaces. Lors de la conférence de rédaction, au milieu des autres rédacteurs du jour, Kamel Daoud a eu cette phrase: « On vit l'inverse d'un autodafé. Un seul livre brûle le monde. » Il rejoint en cela les réflexions de Jean-Paul Briguelli sur le site Causeur. Le professeur montre les sublimes mosaïques romaines du musée du Bardo pour conclure que les fanatiques ont tout le temps parce que le projet islamiste est justement d'éradiquer le temps, de faire table rase du passé. Il évoque aussi cet observateur tunisien qui décrivait ces derniers jours les camions d'armes et de djihadistes arrivant de Libye dans l'indifférence générale. Alors, indifférence ou inconscience, l'écrivain Javier Cercas explique dans une tribune de Libération sa consternation quand il a appris, plus de 20 jours après les attentats, que son ami Philippe Lançon était parmi les blessés de Charlie Hebdo. « Comme je n'ai aucune expérience directe du terrorisme, écrit-il, et n'ai donc jamais douté que les victimes de la terreur sont lointaines et ne me concernent pas, j'avais été incapable d'identifier la victime Philippe Lançon avec mon ami Philippe Lançon. » Le terrorisme, c'est cela, c'est quand les victimes nous sont proches. Les Tunisiens nous sont aussi proches que les victimes de Paris ou de Copenhague. Michel Onfray dans l'Obs également aujourd'hui. Mais oui, parce que justement, il parle de ce livre Cosmos dont il dit que c'est son premier livre. Et s'il faut lire cet entretien, c'est pour cette phrase du philosophe athée. « Mon père était chrétien comme Montaigne l'était. Il aurait été mahométan en Perse et juif à Jérusalem. Mais il était en plus un fils de la glèbe, un paysan enraciné dans sa Normandie natale, une terre que ses ancêtres victimes ont abordée il y a 1000 ans. Il était donc un chrétien qui, païen, aurait lu et aimé Virgile. Il y a une façon de croire en Dieu, poursuit le philosophe, qui trouve grâce à mes yeux celle qui en fait une affaire strictement privée, une affaire entre Dieu et soi, qui ne prenne pas en otage ce qui n'est pas Dieu et pas soi. » Michel Onfray termine en faisant l'éloge des livres qui nous ramènent vers le réel contre ceux qui éloignent du monde. Pour penser le temps, dit-il, j'ai moins besoin de la critique de la raison pure de Kant que du flacon d'un grand champagne. Vous nous parlez à présent de Léontine de Lujar. Oui, parce que Léontine de Lujar aurait sans doute plu à Michel Onfray. Elle rappelle les personnages de vie minuscules de Pierre Michon. Ses enfants ont publié dans le Carnet du Monde une notice poignante, toute simple. Il y a 50 ans, mourait de misère dans notre taudis d'alors, notre mère Léontine de Lujar, femme du sous-prolétariat de Paris.
Alors Marion Van Rettergem s'est lancée à la recherche de ce fantôme, femme simple, morte d'épuisement à 58 ans, et elle lui offre le plus beau des monuments aux morts, les mots et la mémoire. La lecture pour essayer de nous sauver. Mais oui, ça, au Salon du Livre oblige, ils sont partout dans la presse, les livres, mais la bonne idée, c'est celle de l'Obs qui propose aux jeunes de 15 ans une liste d'ouvrages pour enfin lire autre chose que de la littérature estampillée jeunesse. Il y a George Orwell, il y a Montesquieu, il y en a plein, mais il faut surtout lire les mots d'introduction de David Caviglioli, qui cite une éditrice expliquant les recettes de la littérature jeunesse, une présentation en début de roman qui doit surtout pas dépasser 3 pages, des personnages hors morale et surtout lecture plaisir. Alors, le journaliste rappelle qu'il est aujourd'hui interdit de critiquer la littérature jeunesse sous peine de passer pour un vieux con. Bah oui, le livre, c'est un produit culturel maintenant. Et on termine avec le Figaro littéraire. Mais oui, qui nous fait là, du coup, pour le Salon du Livre, le sondage sur les écrivains préférés des Français. Alors, chez les morts, Victor Hugo, devant Marcel Pagnol, qu'on lisait autrefois dès 11 ou 12 ans, mais ça c'est fini. Chez les vivants, Marc Lévy. Mais les détails du sondage sont intéressants. Les femmes lisent davantage Marc Lévy ou Guillaume Musso et les hommes lisent davantage Houellebecq. Les gens qui citent Victor Hugo l'ont-ils lu? Ils se souviendraient qu'il adorait se moquer des femmes qui lisent trop de mauvais romans, comme la mère Thénardier qui du coup avait baptisé ses filles Éponine et Azelma. Alors aujourd'hui, elle leur donnerait les noms d'une héroïne de Marc Lévy ou peut-être même de Games of Thrones. D'ailleurs, le site Slate nous énumère les Arya, les Arwen nés en 2014. Oui, les chefs-d'œuvre sont menacés de destruction là-bas et puis d'oubli ici. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.